moi, j'ai reçu 3 doses de Pfizer. J'étais préparatrice en pharmacie, donc je faisais partie, du personnel de santé qui ont subi l'obligation vaccinale. Les 2 premières doses, ça a été compliqué de mettre ça sur le dos du vaccin parce qu'il y avait pas beaucoup de remontées d'effets indésirables. Moi, j'ai reçu 2 doses, les 2 premières doses à 21 jours d'intervalle. J'ai été vaccinée dans un EHPAD parce que notre pharmacie travaillait avec un EHPAD. On faisait les piluliers, les livraisons de médicaments. Donc, c'est un médecin d'EHPAD qui m'a vaccinée. Il se trouve que j'ai eu rapidement des effets indésirables à la 2e dose. Qui n'ont pas été mis sur le compte des effets indésirables. Mais moi, j'ai vu le lien qu'il y avait entre les deux. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des cervicales. J'ai été prise pendant 1 mois avec un collier, une minerve. J'avais des douleurs dorsales, une grande fatigue, mais ce qui a été le plus choquant, ça a été ma perte de 22 kilos en 8 mois. J'arrivais plus à m'alimenter, j'avais des nausées en continu, j'avais des troubles digestifs assez importants. Et c'est vrai que ça a été assez fulgurant. Donc c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis s'en est suivi, ma vie a fait que j'ai dû déménager, j'ai dû changer d'officine. Et donc mes nouveaux titulaires en fait m'ont rappelé que mon schéma vaccinal n'était pas complet et que malheureusement on était dans l'obligation de le faire encore à cette époque. Donc le 6 janvier 2022, j'ai reçu ma 3e dose. Et c'est là que pour moi ça a été le début de la fin en fait, hein. Ça a été une descente aux enfers. J'en parle comme ça parce que pour moi ça a été très brutal. J'étais une femme qui était pleine de vie. J'étais une hyperactive, une tornade. Je faisais beaucoup de sport, d'activités. Je n'arrêtais pas avec mes enfants. Ma vie professionnelle, j'étais à fond dedans. J'étais à 100 à l'heure dans tout ce que je faisais. Et 2 heures après la 3e dose, j'ai vu mon corps s'écrouler. J'ai commencé à avoir... j'étais en train de servir au comptoir après avoir reçu cette dose et j'ai commencé à avoir des douleurs qui montaient du point d'injection jusqu'au niveau des cervicales, comme à la 2e dose. Et là, c'est monté plus haut. J'ai eu une migraine, des troubles de la vision. J'avais des vertiges. J'ai commencé à avoir des nausées, les jambes qui tremblaient. J'avais les jambes qui tremblotaient et qui étaient toutes faibles, qui me portaient plus en fait. Et j'ai complètement, j'ai perdu connaissance sur mon lieu de travail. C'est revenu assez vite, mais j'étais pas dans un état, j'étais pas bien quoi. J'étais vraiment pas bien, j'étais toute pâle. C'est même une patiente à qui je servais son ordonnance qui m'a dit « Vous avez pas l'air d'aller bien, madame, qu'est-ce qui va pas ?» Donc ça a été très rapide. Pour moi, les effets de la 3e dose ont été très rapides. Et ça a été beaucoup plus grave, surtout le lendemain matin, quand je me suis réveillée. J'avais du lait qui sortait de ma poitrine, ça s'appelle une galactorrhée. Alors j'avais pas allaité mon enfant depuis des années, donc il y avait aucune compréhension à ce niveau-là. J'avais des taches qui s'appellent des mélanoses qui sont apparues à des endroits de mon corps. Et j'avais surtout un corps, mais qui était meurtri, en souffrance. J'avais l'impression d'avoir été percutée par un camion. C'était vraiment l'effet que ça me faisait. J'avais mon corps qui était en souffrance, mais à tous les endroits, en fait, que ce soit musculaire, osseux. C'était immonde. Je comprenais pas d'où venait cette douleur. Donc j'ai assez vite paniqué, je dois dire, parce qu'une femme qui était en très bonne santé, qui se retrouve d'un seul coup avec autant de symptômes, ça m'a fait vraiment paniquer. Donc j'ai tout de suite contacté ma gynécologue puisque forcément ma maman a eu des antécédents au niveau gynécologue, au niveau de la gynécologie. Donc du coup forcément je me suis dit peut-être que il y a des incidences génétiques qu'on puisse mettre en place, mais non pas du tout en fait. C'était bien plus important que ça. Donc j'ai été reçue très rapidement par ma gynécologue qui a paniqué en voyant mon état. Et en voyant la poitrine qui coulait et les taches, et elle a tout de suite pensé à des choses beaucoup plus graves. Elle a pensé à une tumeur au niveau de l'hypophyse, ou alors des métastases, ou alors quelque chose qui avait une incidence qui était bien plus importante et qu'il fallait tout de suite aller trouver la cause, quoi. Surtout à mon âge. Donc j'ai été très rapidement prise en charge par de multiples spécialistes. Et donc, la première personne qui m'a fait des analyses, c'est une dermatologue qui a fait des prélèvements pour savoir si les taches étaient d'origine maligne ou bénigne. Et puis ensuite, on a fait des IRM, des scanners. Là, on a trouvé une tumeur sur l'hypophyse, un micro-adénome.
mais qui n'était pas d'incidence à ce que ça soit fortuit, que ça soit ça qui ait causé autant de symptômes. Donc ils ont mis ça de côté. Ensuite, on m'a trouvé des petits nodules sur les poumons qui ont évolué au fur et à mesure du temps, mais pour eux, ça faisait pas partie de là. Et au fur et à mesure des analyses très poussées, ils ont vu que j'avais beaucoup de carences, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, soit en niveau très très élevé ou en niveau très très bas, mais il n'y avait rien de régulier au niveau des analyses. Et puis on est allé vraiment encore plus loin. Donc j'ai vu des phlébologues, neurologues, endocrinologues. Je crois que je les ai vraiment tous faits en fait, vraiment. Faut savoir que j'ai été très rapidement mis en arrêt de travail parce que j'étais plus du tout en capacité. Je tombais, je m'écroulais, mes jambes me répondaient plus. J'arrivais plus à comprendre quoi que ce soit quand on me parlait. J'avais des troubles cognitifs qui étaient vraiment très importants. Et en fait, le contraste a été très fort, c'est-à-dire d'une personne en très bonne santé avec autant de symptômes très très vite et un état très rapidement dégradé. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que c'était le vaccin qui était en cause. Pour moi, c'était terminé. On pouvait plus me dire que c'était autre chose. Parce que mon premier médecin avait mis ma perte de poids sur le fait que j'avais fait un burn-out avec une vie aussi mouvementée que la mienne. Il m'a dit, il faut que tu te poses, calme-toi, arrête d'être à 100 à l'heure dans ta vie et peut-être que du coup, tu te sentiras mieux. Et c'est peut-être juste un surplus, en fait. Hein. Mais au final, non, c'était pas ça. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc 6 mois d'errance médicale. Et ensuite, mon état s'est très rapidement dégradé. Mais vraiment dégradé. Je faisais infection sur infection. Et j'ai attrapé une infection urinaire qui montait au rein. Donc j'ai fait une pyélonéphrite aiguë. Et malgré les antibiotiques, j'étais à plus de 40 de fièvre. Donc mon état était vraiment... c'était catastrophique. Donc j'ai été hospitalisée en clinique. Et en fait, les médecins, ils hallucinaient. Ils rentraient dans ma chambre, je faisais que dormir. J'étais dans un état d'épuisement et de souffrance extrême. Et ils cherchaient qu'est-ce qui pouvait être la cause de tout cela. Et en fait, c'est finalement plusieurs médecins internistes qui m'ont établi le diagnostic de l'encéphalomyélite myalgique. Donc là, j'ai commencé à comprendre que c'était une maladie neurologique qui touchait le cerveau, qui touchait le système immunitaire et tous les organes. Voilà pourquoi mon système immunitaire il s'était complètement effondré. Voilà pourquoi j'avais tous ces symptômes qui étaient apparus comme ça et pourquoi mon cerveau était aussi lourdement touché et mes jambes. Et donc, comme ce médecin n'était pas spécialisé dans cette pathologie, qui est une pathologie, il faut savoir que cette pathologie, elle existe depuis très très longtemps, mais elle a été longtemps invalidée et mise de côté comme la fibromyalgie ou autre, parce que c'est une maladie qui a beaucoup de symptômes, on appelle ça la maladie aux 1000 symptômes, et donc ça peut être pris pour une maladie psychosomatique ou autre, alors que maintenant on a des marqueurs pour pouvoir prouver que cette maladie existe. Moi j'ai passé un TEP IRM à Paris, qui prouve que mon cerveau est en hypométabolisme. C'est-à-dire que j'ai des endroits de mon cerveau qui sont endormis. Parce que l'énergie, le glucose n'est pas utilisé comme il faut. Et donc, du coup, j'ai pas le cerveau d'une personne normale. C'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai des troubles cognitifs, où je peux pas comprendre ce qu'on me dit. J'ai du mal à formuler des phrases. J'ai des vertiges, j'ai des troubles du système nerveux autonome. C'est pour ça que j'ai parfois mes jambes qui se mettent à me lâcher d'un seul coup. Que je peux faire des crises convulsives, j'ai de la perte de mémoire. Ça, c'est très important aussi d'en parler parce que la perte de mémoire, c'est très invalidant quand on est à mon âge et qu'on se retrouve à plus savoir ce qu'on a mangé le midi, à plus trouver les mots pour faire une phrase, à plus savoir où on a mis ses clés. Moi, je me suis retrouvée à avoir mis mes clés dans le congélateur ou dans la machine à laver parce que, en fait, mon cerveau, il est là, mais il est pas là, en fait. Quand on me faisait des phrases, je comprenais pas ce qu'on me disait. Je voyais la bouche des gens parler, je voyais mon conjoint parler, je comprenais pas ce qu'il disait. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, d'être au-dessus de mon corps. C'est des symptômes qui étaient très très lourds à gérer au départ. Heureusement, j'ai eu une amélioration assez rapide à ce niveau-là. Enfin, assez rapide, ça a mis quand même 3 ans, mais rapide comparé à des personnes qui sont dans cet état depuis bien plus longtemps que ça. Mais voilà, donc ça a été mon premier diagnostic, c'était l'encéphalomyélite myalgique. Et j'ai été mis dans les mains d'un médecin interniste à Paris, qui est une personne incroyable, et qui a été la première personne, après avoir eu autant de spécialistes, qui m'a dit « Marie-Charlotte, c'est le vaccin qui vous a rendu malade, vous n'êtes pas folle. » Parce que moi, il faut savoir que j'ai vécu aussi de la maltraitance médicale. J'ai des neurologues et des médecins qui m'ont pris pour une folle, qui m'ont fait des ordonnances avec des antidépresseurs à haute dose en me disant d'aller dans une maison psy parce que
Je me retrouvais avec des symptômes incroyables du jour au lendemain, pensant que c'était moi qui m'étais déclenché ça de telle ou telle manière. Moi, je le savais que c'était pas ça, parce que j'ai une vie qui a été très très compliquée. Depuis l'enfance, je vis des choses qui sont lourdes et difficiles, mais je me suis toujours remise. J'ai toujours été là, et j'ai toujours été forte, et j'ai jamais laissé ma conscience prendre le dessus sur mon corps. Et là, je savais que ça pouvait pas être ça. C'était beaucoup trop flagrant, en fait. Donc, que quelqu'un, un médecin spécialisé, reconnu, et avec de tels bagages médicaux, voilà, me dise non, 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 ce que tu comprends pas, c'est que j'en ai vu beaucoup avant toi qui sont dans le même état, ou moins grave, ou plus grave, et c'est bien la vaccination qui les a mis dans cet état. Et je suis ressortie de ce rendez-vous en me disant, ça y est, enfin on me croit. Enfin, je suis pas folle. Maintenant, j'ai un mot, j'ai une pathologie, je sais ce que j'ai, maintenant je vais me battre. En fait, c'est là que j'ai commencé à me mettre sur ce combat pour la vérité, pour la santé et pour la justice, quoi. Là, j'ai voulu vraiment me battre pour toutes ces personnes qui peuvent pas le faire, et même si j'étais pas dans l'état de le faire, je voulais garder au fond de moi cette idée que oui, il y a des personnes qui nous ont rendus malades, et qu'il faut, c'est comme le combat du médiateur, ou comme le combat du sang contaminé. Pour moi, à partir du moment où on a la possibilité de prouver qu'on nous a mis dans un état, il faut le faire. Donc ça a été le début de mon combat pour moi, et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir des diagnostics qui sont tombés les uns derrière les autres, qui se sont alignés après l'encéphalomyélite myalgique. On a commencé à me diagnostiquer un SAMA, un syndrome d'activation mastocytaire. J'avais des réactions sur le corps qui étaient incroyables, des intolérances alimentaires, je pouvais plus rien manger. Et je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'adorais l'ananas. Maintenant, si je mets de l'ananas dans ma bouche, dans la demi-heure, je suis à l'hôpital. Donc, c'est plein de choses comme ça. Des aliments que je ne peux plus toucher, que je ne peux plus mettre dans mon estomac. Sinon, c'est une réaction qui va aller en chaîne derrière. Je peux avoir j'ai déjà fait une dégranulation mastocytaire massive. J'ai mon corps qui était à 2 doigts de lâcher, quoi. J'avais mon corps rempli de plaques. Donc voilà, on a mis des mots là-dessus. Donc un deuxième diagnostic, le SAMA. Ensuite, on m'a diagnostiqué le syndrome de l'intestin irritable en état sévère, dyspepsie en état sévère. Voilà pourquoi j'ai perdu 22 kilos. Parce que de là jusqu'à mes parties basses, tout est dans un état d'inflammation, j'ai une dysbiose, un SIBO, une hyperméabilité intestinale, j'ai une hernie, j'ai tout en fait. Il y a rien que je n'ai pas au niveau de l'intestin. Donc j'ai de grandes difficultés à m'alimenter. C'est très compliqué pour moi de manger. Je peux me retrouver sur le sol une demi-heure après avoir pris un repas. Donc c'est très compliqué pour moi. Je suis obligée de tout contrôler mes aliments. J'ai été obligée de mettre beaucoup d'argent dans des prises de sang pour savoir quelles étaient mes intolérances alimentaires, qu'est-ce qui était autorisé et qu'est-ce qui pouvait me déclencher des réactions incroyables. Donc je me suis j'ai fait le pas pour essayer de trouver des solutions à toutes ces pathologies. Ensuite, on m'a trouvé d'autres diagnostics qui permettaient de comprendre aussi toute la liaison qu'il y avait avec toutes les pathologies. Donc, une fois que j'ai eu tout ça en main, je me suis dit maintenant, il faut que j'en fasse quelque chose. Et plutôt que de m'apitoyer sur mon sort oui, être dans la souffrance tous les jours, faut savoir que j'ai vécu des souffrances extrêmes, tellement difficile. Le vaccin, il a été pour moi, ça a été tellement destructeur au niveau de ma vie en général, que ce soit mon physique qui a énormément été dans la souffrance du matin au soir. J'avais mon corps qui me faisait des douleurs incommensurables. Il y a le corporel, il y a le mental aussi. Parce que quand vous êtes tout le temps dans la souffrance, que vous pouvez plus sortir, vous pouvez plus marcher, vous pouvez plus vous occuper de vos enfants, vous pouvez plus faire les choses que vous aimiez, voilà ce qui arrive derrière. Ce qui arrive derrière, c'est que le mental, il en prend un coup. Donc forcément, il y a beaucoup de victimes qui sont psychologiquement atteintes, qui ont plus envie de se battre ou qui sont dans la souffrance quotidiennement. Donc le vaccin, il m'a fait perdre énormément de choses. Faut savoir que j'ai pas seulement perdu ma santé, mais j'ai perdu aussi ma vie de couple, j'ai perdu mon conjoint, je suis obligée de partager mes enfants aujourd'hui, j'ai perdu des membres de ma famille.
J'ai perdu mon travail qui était pour moi incroyable. Et puis, j'ai perdu aussi mon corps parce que faut savoir que j'avais pas du tout ce physique-là. Donc c'est un traumatisme aussi pour moi d'avoir perdu certaines choses, de plus me retrouver en tant que femme comme avant. Donc il y a plein de choses qui m'ont été retirées avec ce vaccin. Après, je dirais que la seule chose positive parce que j'en tire quand même quelque chose, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut ne pas être seulement dans le rôle de victime, parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Moi, j'essaye d'avoir une gratitude par rapport à ce qui m'est arrivé, enfin de la gratitude, et j'en ai par rapport aux belles personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai rencontré des âmes merveilleuses qui m'ont apporté un soutien, un confort, un amour incroyable. Et puis évidemment toute cette cohésion, toute cette association de belles âmes qu'il y a derrière. J'ai découvert aussi des combats pour lesquels je n'étais pas dans lesquels j'étais pas dedans en fait. J'ai réussi à voir certaines autres choses de la vie. Ça m'a permis aussi d'avoir ce qu'on appelle un éveil fulgurant au niveau de ma spiritualité, de ma foi. Ça m'a apporté des choses pour lesquelles j'étais complètement pas au courant avant, où j'étais fermée. Et ça m'a donné un point de vue sur beaucoup de choses, beaucoup plus vaste. Et ça m'a apporté, oui, aussi des belles choses au niveau humain. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de médecins qui t'avaient aidé, justement, qui avaient reconnu ta pathologie, et d'autres qui t'ont pris pour une folle. Mm. Donc, tu as eu affaire à deux aspects de la médecine et du corps médical. Comment est-ce que toi, tu pourrais juger, d'après ton expérience et de ce que tu as pu observer, de la façon dont le corps médical a réagi face à cette crise, et aussi face aux personnes qui ont souffert des effets secondaires? Alors moi, je l'ai observé très rapidement, puisque j'ai été une des premières personnes à développer des effets indésirables rapidement. La première fois que j'ai vu un médecin et que je lui ai expliqué que c'était 2 heures après la vaccination, le premier réflexe c'est oui mais non, c'est pas le vaccin. Ça a été tous leurs mots. Ce n'est pas le vaccin. Parce que pour eux, un vaccin, c'est fait pour protéger, pour permettre à votre corps de développer des anticorps qui puissent vous permettre de combattre une infection, un virus et autres. Et en fait, pour eux, le vaccin peut pas être mis sur on peut pas mettre le doigt sur le vaccin. Pourquoi? Parce qu'on leur a tellement inculqué dans leur formation de médecin. Moi, je viens aussi du corps médical, donc je sais comment ça fonctionne. Les vaccins, on les considère comme des saints grâles dans la médecine. Donc, remettre en cause cela, pour un médecin, c'est très compliqué. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on était dans une période où on a eu tellement la presse et l'État qui nous a mis dans un système de peur, que même les médecins, en fait, étaient prêts à croire que le vaccin sauverait plus de vies, et même s'il y avait des effets indésirables, c'est pas grave. Le plus important, c'est de sauver des vies. Sauf que voilà, derrière, il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées. Je vais pas ressortir toutes ces infos-là, mais il est certain qu'un médecin aujourd'hui qui rencontre une patiente qui a des effets indésirables, ou ce qui pourrait s'apparenter à des effets indésirables, je pense que tout de suite, va pas mettre ça sur le dos du vaccin. C'est comme ça. Il y a eu aussi le fait que beaucoup de médecins ont vacciné. Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte, un médecin qui a vacciné 500 personnes, qui va se retrouver avec 200 personnes avec des effets indésirables qui vont venir le voir. Il va se sentir comment, ce médecin? Il a lui-même injecté ces doses. Donc forcément, c'est comme si on devait se regarder dans la glace et dire j'ai fait du mal à des gens. Et ça, un médecin, pour lui, c'est complètement c'est pas possible. Donc il y a ça, et puis évidemment la magnifique omerta et la presse qui est faite au niveau de l'OMS, au niveau
des médias mainstream, au niveau de l'État. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Ordre des médecins va tout de suite pénaliser un médecin qui va parler d'un vaccin comme étant néfaste. Moi, je peux donner le cas, je ne donnerai pas le nom, mais moi, je peux vous dire que dans tous mes spécialistes, j'ai une très grande spécialiste qui travaille dans une clinique très renommée, qui a développé des effets indésirables graves suite à la vaccination. Et quand elle en parle à ses collègues, c'est comme si elle était vue comme le diable. Elle est rebutée de partout. Dès qu'elle commence à mentionner le vaccin comme étant possiblement responsable des effets indésirables, même elle étant une grande médecin, une grande spécialiste, et ben même dans son corps médical, dans son corps de métier, elle se fait rejeter par le fait qu'elle incrimine le vaccin. Donc derrière, il y a un contrôle qui est absolument ignoble. Donc il y a certains médecins, oui, que j'ai rencontrés, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui m'ont dit, bah évidemment que c'est le vaccin, évidemment. Moi, j'ai un de mes philbologues qui m'a dit, mais si vous saviez, madame, le nombre de personnes qui viennent me voir avec des pathologies, jamais je voyais ça à cet âge. C'est pas possible. Et maintenant, il y a que ça. Je ne fais que ça. Et ça, c'est le vaccin. Et c'est lui qui me le dit. Et voilà, il y a des médecins qui le reconnaissent et il y en a d'autres qui ne peuvent pas se le permettre. Parce que ben voilà, derrière, il y a le jugement, il y a la perte de perdre son emploi, il y a la perte d'avoir l'ordre des médecins derrière, ou même l'ordre des pharmaciens. Hein. Moi, je connais des pharmaciens qui, aujourd'hui, sont encore dans le mutisme par rapport au vaccin. Parce qu'ils savent très bien que s'ils critiquent le vaccin, l'ordre des pharmaciens va leur tomber dessus. Donc malheureusement, en fait, aujourd'hui, la parole, elle est complètement... elle est bloquée parce que derrière, on se fait taper les doigts et on se fait censurer et on se fait pénaliser si on remet en question ces injections. Et tu nous as parlé de l'impact que le vaccin a eu sur ta vie familiale. La question que je voudrais te poser, c'est quand tu as eu les premiers symptômes, les effets secondaires, comment a été la réaction de ton cercle familial, de ton cercle amical? Est-ce qu'ils ont été compréhensifs? Ah, ils ont tous compris. Ils ont tous compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la Macha de toujours, hyper active, hyper joyeuse, tout le temps en action et en mouvement. Et ils ont connu, au lendemain de la vaccination, la Marie-Charlotte éteinte, presque morte vivante, devenue un zombie, à souffrir de façon incommensurable. Et ça ne me ressemblait pas. Donc pour eux, c'était évident qu'il y avait un lien de cause à effet. J'ai aucune personne dans ma famille qui a remis en question le fait que c'était les vaccins qui m'avaient mis dans cet état. Par contre, j'ai certaines personnes de ma famille qui ont été touchées, qui ont développé des symptômes, des choses, comme des spondylarthrites ankylosantes, comme des maladies de Meunière, et qui au début n'ont pas mis ça du tout sur le dos du vaccin. Le fait de tomber tout le temps malade alors que tomber jamais malade. Il y a certaines personnes quand même qui se sont dit « Oui, mais non, moi, c'est pas le vaccin. Toi, c'est le vaccin, mais moi, non. » Et en fait, ils ont occulté cette possibilité que le vaccin puisse être responsable, pour eux aussi, de ces pathologies qu'ils ont déclenchées quelques temps après. Donc, il y a ça. Et puis, je dois dire que je fais partie des rares personnes, enfin, je pense, à avoir été dans mon cercle familial très, très accompagnée, très suivie, très aidée. J'ai été vraiment aidée par les membres de ma famille, par mon conjoint. Voilà, ils m'ont pas abandonnée, ils m'ont aidée à me battre et ils ont été là pour m'accompagner à mes soins médicaux. Mon papa, il a été extraordinaire aussi, ma maman aussi. J'ai eu vraiment une forte aide et compréhension et soutien moral et physique de ma famille. Donc ça a été pour moi important. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas ça. Et c'est très très difficile à encaisser quand on n'a pas un suivi, une aide derrière. Si on parle de ton passage à TPMP, t'es OK ou... Oui. OK. Tu
tu as parlé tout à l'heure de l'impact des médias sur la façon dont les gens voyaient le Covid. Oui. La plupart des médias nous rabâchaient vaccinez-vous, c'est positif. Donc on suivait la parole de l'État. Et il y a certains médias qui ont donné la parole à des gens comme toi, à des personnes qui ont eu des effets secondaires, comme TPMP, comme d'autres médias alternatifs, Nexus et autres. Comment est-ce que toi, tu analyses l'impact des médias sur cette crise? Alors clairement, moi je vais peut-être être un peu brutale, mais pour moi, les médias sont autant responsables que les médecins et que l'État de ce qui s'est passé, de l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, si on n'avait pas eu des médias qui étaient cantonnés à une seule information, parce que normalement quand on est un média, on doit donner tous les éléments. Le média doit donner tous les éléments, les éléments qui sont contraires et les éléments qui sont positifs. Sauf que là, en fait, on nous a mis au début une centrale de peur incroyable pour faire flipper tout le monde, pour que l'État puisse contrôler et manipuler les gens de façon grandiose, et ça a fonctionné du tonnerre. Hein. On était tellement apeurés et tout le monde avait peur, on allait faire nos courses, enfin je dis on, mais pas moi, mais je voyais des gens faire leurs courses avec des masques à tuba, des gants de caoutchouc, mais enfin ça c'était incroyable. Nous au comptoir, on a vécu des situations mais incroyables, des choses incroyables. Moi je sais que dans mon livre autobiographique, je vais écrire toutes ces choses qui nous ont fait rigoler, de voir des gens dans des tenues robotiques pour venir aller chercher un traitement à la pharmacie, quoi. On a été mis dans une spirale de peur. Donc les médias ont bien appuyé là-dessus pour que ça puisse faire vriller les gens. Et ensuite, derrière, les médias ont rajouté des couches en donnant que des informations qui étaient validées par l'État, mais pas les autres informations. En fait, on n'a pas écouté toutes les personnes. On a écouté que les personnes qui avaient qui avaient des conflits d'intérêts, qui avaient de l'argent dans les industries pharmaceutiques, qui étaient, en fait, clairement, qui étaient pour ces injections et qui avaient des choses à retirer de tout cela, clairement. Moi, je pense que les médias aujourd'hui, alors je parle bien des médias mainstream qui sont payés par l'État, AFP, etc. Pour moi, ces médias-là sont en partie responsables de cette peur qui a été engendrée, qui a poussé les gens à se faire vacciner et qui aurait peut-être plus pu réfléchir sur qu'est-ce que ce vaccin, qu'est-ce qu'il va nous apporter, est-ce que c'est vraiment un vaccin, est-ce que derrière il va se passer quelque chose. Là, les gens se sont même pas posé de questions en fait. Ils sont allés direct se faire vacciner, que ce soit pour un resto, que ce soit pour garder son travail, que ce soit pour aller voir sa grand-mère à l'EHPAD ou pour aller voir sa mère qui est en train de mourir à l'autre bout du pays. Moi aujourd'hui, je suis pas d'accord avec le fait qu'on reproche aux gens de s'être fait vacciner, parce qu'il y en a certains. Pour moi, on avait tous nos propres raisons de se faire vacciner. Moi, je l'ai fait parce que je voulais pas me retrouver à la rue avec mes enfants. Voilà, j'étais toute seule à ce moment-là, j'étais obligation vaccinale, donc je l'ai fait. Je me suis sacrifiée en me disant j'ai une chance sur 10 pour qu'il m'arrive quelque chose. Je veux pas que mes enfants soient pénalisés de ça et qu'on se retrouve dans une situation critique financière. Donc oui, je l'ai fait pour ça. Et je ne critique pas la personne qui l'a fait pour aller au restaurant, elle le fait si elle le veut, c'est son problème. À partir de là, moi, ce qui compte pour moi, c'est le fait qu'on est tous responsables de nos corps et on doit avoir la possibilité d'avoir le choix. Ces personnes qui ont fait le choix de faire leur vaccin, maintenant, elles ont leur propre conscience derrière. Si elles ont déclaré des effets indésirables, et ben voilà, elles gèrent la chose. Elles étaient conscientes qu'il pouvait y avoir des effets indésirables. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais le tout du problème n'est pas là. Pour moi, la presse a été vraiment destructrice, parce que quand on voit une pub en disant que si on veut pas que mamie décède, il faut que le petit garçon de 5 ans il se fasse vacciner. Non, en fait, non. On peut pas mettre des pubs polémiques comme ça, des pubs qui vont pousser les gens à faire vacciner leur enfant pour qui le Covid n'était même pas nocif, en fait.
Donc voilà, il y a des choses pour moi qui ont été beaucoup trop loin au niveau des médias. Et pour moi, ils font partie ils font partie des responsables qui pour moi devraient avoir à payer pour toutes ces bêtises qui ont été dites et qui sont encore dites aujourd'hui. Quand je vois encore des articles aujourd'hui en disant non, le vaccin Covid n'est absolument pas responsable des effets indésirables. Non, il n'y a aucun décès à cause des vaccins. C'est des personnes complotistes qui disent ce genre de choses. Non, en fait, parce qu'on a des éléments aujourd'hui. On a des chiffres quand même. Même si le dossier est passé secret défense, parce que ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Comme par hasard, le dossier Covid passe secret défense. Quand même incroyable. Et comme c'est incroyable aussi, plus personne ne peut retrouver les références des numéros de lot, parce qu'ils ont fait tout sauter. Et comme c'est bizarre aussi, aujourd'hui, on n'a plus les chiffres des décès et des effets indésirables de la vaccination. C'est plus en libre service, on ne peut plus y aller. Vous voyez, tout est caché, tout est manipulé. Je sais qu'un jour ça éclatera et je sais que ça viendra, même si c'est long. Je sais que chaque petit colibri qui fait sa part apporte un petit peu d'informations pour que cette vérité éclate, mais je sais que ça arrivera. Je sais, et c'est pour ça que je me bats, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et pour moi, les médias, c'est pour ça que je me tourne vers des médias comme vous, des médias voilà, qui exploitent tous les éléments. Pas que les éléments qui sont, imposés par l'État, vous voyez. On a toutes les informations avec des médias alternatifs et privés, avec des médias mainstream. On vous dit que ce que vous avez le droit d'entendre et ce qu'ils veulent que vous compreniez aussi. Voilà. Donc voilà, médias pour moi, très compliqué cette situation. Même si j'ai eu la chance de passer sur un média mainstream, il y avait quand même cette tension palpable et ce contrôle qui était là derrière, puisque il y a eu quand même eu des incidences suite à mon passage dans TPMP. Parce que pour eux, ça a été trop explosif ce qui s'est passé après mon passage. Moi, j'ai beaucoup de victimes qui sont venues me contacter. Alors, il faut savoir que moi, ma boîte, elle a saturé au lendemain de TPMP. Parce que j'avais toutes les victimes qui m'envoyaient des messages en me disant « Mais enfin, je suis plus toute seule. Je croyais que j'étais toute seule à avoir des effets indésirables. Maintenant, je comprends que je suis pas seule et qu'il y a d'autres personnes comme toi. » Et puis, je les ai mis en relation avec l'association à victimes qui fait énormément, il y a beaucoup d'autres associations pour les victimes de vaccins. Mais voilà, l'association à victimes, pour moi, c'est une association qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je fais partie du conseil administratif et j'en suis très heureuse parce que ça me permet de pouvoir continuer à me battre et rencontrer des magnifiques personnes et être au cœur en fait de ce combat pour aider toutes les victimes. Justement, on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont parlé des bienfaits de l'association qui leur permettaient justement de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. Qu'est-ce que l'association t'a apporté à toi? Beaucoup. En fait, je vais même aller plus loin que ça. Mathieu Dubois, pour moi, il m'a sauvé la vie. Parce qu'il y a un moment où j'étais dans un état tellement dramatique, où je pouvais plus bouger ni de mon lit, ni de mon canapé, avec des souffrances du matin au soir, à la nuit, enfin bref, ça ne s'arrêtait jamais. Qu'en fait, à force de voir ma fenêtre de mon canapé avec le soleil et pas pouvoir aller dehors et pas pouvoir me mouvoir, avoir tout perdu comme ça, il y a un moment où j'ai pensé au pire. Je le dis clairement, il y a beaucoup de victimes qui ont été dans mon cas. Je voulais partir parce que j'étais devenue une femme qui pouvait plus être une femme, qui pouvait plus être une personne. J'étais enfermée dans un corps qui me faisait souffrir et qui m'empêchait de tout faire. Autant dans ma vie familiale que le reste. Et en fait, j'ai vu le témoignage de Mathieu. Mais alors, je sais pas comment c'est possible. Enfin, si, je sais maintenant. Ça m'a été envoyé par l'univers, mais je suis tombée sur son témoignage et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a une asso, il y a quelque chose. Et en fait, quand j'ai vu Mathieu avec ses béquilles témoigner en racontant certains des effets indésirables que j'ai eus, je me suis dit, waouh, ça y est, je suis plus toute seule. Je vais pouvoir me battre avec du monde. Et je l'ai contacté et on s'est eu au téléphone et là, ça a été... on s'est rencontrés la première fois à Vierzon et j'ai rencontré plein de personnes de l'asso. Et quand j'ai vu les valeurs humaines magnifiques de cette association,
c'est quelqu'un de malade. Enfin, c'est des personnes malades qui ont créé cette association. Mélanie Mopa, qui est extraordinaire, ma sœur, ma jumelle, quoi. Elle a créé une asso avec Mathieu. Aujourd'hui, elle est dans un état dramatique. Et bien, à eux deux, avec Alain Mopa, ils ont réussi à créer une asso pour des victimes, alors qu'ils sont eux-mêmes victimes. C'est quand même assez incroyable d'avoir la force de pouvoir faire ça, et derrière d'avoir un nombre incalculable de victimes qui font partie de cette asso. Et on fait tout pour que la vérité éclate. On fait tout pour que la santé et la justice puissent être mises en valeur dans cet asso. Et surtout, c'est une association avec une force de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, on apporte aussi beaucoup par l'humanité, par le réconfort et la chaleur humaine. Des victimes qui peuvent être en détresse psychologique et mentale, on a des psychologues, on a des personnes, et même nous-mêmes, en fait, on aime appeler les victimes et leur remonter le moral, leur dire « mais t'es pas toute seule, ça va aller, t'inquiète pas, on va t'aider pour tes papiers, on va t'aider pour tes démarches ». Je sais que les démarches MDPH pour y être passées sont très difficiles, les démarches d'invalidité sont très difficiles, les démarches de justice, mon Dieu, mais ça c'est des montagnes. Et en fait, le fait de pouvoir aiguiller des personnes, des victimes qui sont en souffrance et qui n'ont pas la capacité de faire tout ça, de pouvoir être là pour elles, bah, ça donne un gain et un plus. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans les autres associations. Donc pour moi, cette asso, elle est surtout à valeur morale, à valeur humaine, et on n'y trouve que des belles âmes. Voilà. Tu nous as dit tout à l'heure, hors caméra, que tu avais trouvé des façons pour améliorer ta santé que tu n'avais pas trouvé dans la médecine classique. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour pas pour t'en sortir, mais pour, entre guillemets, concilier, pour améliorer ton quotidien? Alors oui, c'est vrai que beaucoup m'ont connue dans des états dramatiques, fauteuil roulant, à pas pouvoir marcher, crise de tétanie, enfin, j'en passe, des symptômes. J'étais montée à 50 symptômes. Oui, ça a été compliqué et en fait, j'ai essayé tous les traitements chimiques et en fait, les traitements chimiques ne m'amélioraient pas. Donc, il y a un moment, je me suis dit, il faut arrêter là, il faut arrêter, mon corps se dégrade de plus en plus. Et un jour, j'ai eu la chance, devant l'AFP à Paris, de tomber devant un médecin incroyable, chirurgien gastro incroyable, Éric Loridan, qui m'a pris dans les bras et qui m'a dit « je vais t'aider ». Et il m'a aidé, de ce jour-là, il m'a aidé de façon incommensurable, en commençant à m'envoyer des compléments alimentaires, en me donnant plein de conseils pour essayer d'aller mieux, m'envoyer des contacts d'autres médecins qui puissent me donner des thérapies alternatives ou des conseils de bien-être naturel, ce genre de choses, ou même des traitements. Et donc, j'ai un jour eu la chance de rencontrer, grâce à ce chirurgien incroyable, Alexandrine Fournier, qui est une thérapeute, et qui m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la médecine traditionnelle, hein. Il y a aussi la médecine alternative, la médecine holistique pour nous aider. Et en fait, elle m'a fait découvrir les soins énergétiques. Je suis partie une semaine chez elle. Grâce à Éric Loridan, j'ai pu, pendant une semaine, me faire cocooner par cette femme incroyable. J'ai eu des soins énergétiques, des soins émotionnels, des massages. J'étais en contact avec les plantes. C'était un endroit très haut vibratoirement. Donc en fait, j'étais dans une bulle de bien-être. Donc le fait de recevoir tous ces soins m'ont permis en une semaine de temps, d'avoir une amélioration hyper rapide. Alors quand je dis une amélioration, c'est pas je suis guérie, hein. C'est je souffre plus le martyre toutes les heures, j'ai une amélioration dans la journée, j'ai du mieux, j'ai moins mal au ventre, je peux remarcher sans ma béquille ou sans mon fauteuil. Et ça a été pour moi ça a été un déclic. Je me suis dit mais waouh, elle a réussi à me soulager, pas à me guérir mais à me soulager rapidement. Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas utiliser ces thérapies-là pour m'en sortir? Et c'est là que j'ai commencé à taper un petit peu plus dans la naturopathie, à me renseigner sur les choses que je pouvais utiliser, qui soient ce qu'on appelle la pharmacie du bon Dieu, hein, tout ce qu'il y a dans la nature.
Et donc là, j'ai commencé à me traiter avec de l'argile verte ultra ventilée pour mon ventre, de l'huile de ricin en cataplasme, des plantes en infusion, des compléments vitaminiques, de la vitamine C couplée avec de la médecine quantique pour renforcer les effets. J'ai commencé à mettre à la méditation. J'ai eu ce qu'on appelle vraiment un éveil spirituel. C'est-à-dire que je me suis dit, aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir m'améliorer, j'en ai la preuve. Donc c'est à moi de mettre tout en mon possible pour pouvoir m'améliorer. Donc j'ai arrêté en fait d'être dans ce statut de victime et j'ai voulu être dans le statut plutôt de la combattante, de la guerrière. Et j'ai complètement changé d'optique de vie en fait. Là, je me voyais plus en train de mourir, je me voyais juste retourner vers la lumière et me sentir mieux, retrouver un bien-être dans mon corps et dans ma vie tous les jours. Et donc, les soins énergétiques, j'ai décidé de me former parce que j'ai vu que ça m'avait fait du bien. Donc, je me suis formée. Et tous les jours, après cette formation, donc pendant une semaine, j'ai été formée de façon intensive. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à me faire des auto-soins pendant 1 heure et demie. Et c'était incroyable. J'avais mes jambes qui traînaient, je traînais de la patte, j'arrivais pas à marcher. J'avais l'impression qu'on me transperçait les muscles avec des couteaux, qu'on me mettait des coups électriques. C'était des douleurs incroyables. Je m'allongeais, je posais mes mains sur mes jambes et je sentais la douleur s'évanouir, quoi. Je la sentais partir. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est magique ce truc. Et alors, évidemment que non, je suis pas guérie, mais par contre, grâce à toutes ces choses, j'ai réussi à concilier ma douleur, mes pathologies et ma vie. C'est-à-dire que j'ai réussi, je sais maintenant quand... alors oui, je peux me retrouver à l'hôpital encore il y a 15 jours, j'ai fait un stage à l'hôpital. Cette nuit encore, j'étais dans un état lamentable. Mais par contre, je peux rester une semaine à pouvoir manger des choses sans être malade, à pouvoir marcher sans être en fauteuil, à pouvoir, même dans la maison, ne pas avoir ma béquille. Me dire je vais pouvoir aller chercher mes enfants, il y a 200 mètres à faire, allez cette fois-ci j'y vais sans béquille. Vous voyez, ça c'est des progrès que j'aurais jamais pu faire il y a quelques mois. Et tout ça, ça m'a été apporté par le naturel, par la croyance que qu'on peut s'en sortir, par ma foi aussi. Je le dis clairement, j'étais croyante petite et en fait j'avais perdu foi. Et aujourd'hui, j'ai eu des synchronicités, des messages, des symboles qui m'ont été amenés, qui m'ont permis de me dire il faut que je me raccroche à ça. Et ça m'a permis de retrouver un bien-être aussi et une mentalité totalement différente. Et aujourd'hui, je veux me battre pour moi, mais c'est aussi et principalement pour toutes les autres personnes qui souffrent. Parce que en étant passée dans des états de souffrance incroyables dans lesquels je suis passée, je sais aujourd'hui, quand on me dit je souffre le martyre, j'ai mal, tellement j'ai mal, je peux pas faire ça, je sais, je les comprends en fait, puisque moi je suis passée par là. Et j'ai encore des crises où je suis dans cet état. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à trouver toutes les petites choses positives qui vont me permettre de prendre le dessus sur la douleur, de prendre le dessus sur le moral qui baisse parce que là, ça y est, j'ai les douleurs qui sont revenues, parce qu'il fait froid, parce que j'ai mes rhumatismes, mes douleurs musculaires qui repartent ou mes troubles cognitifs qui reviennent. En fait, je suis pas négative quand il m'arrive ce genre de choses. Je me dis, c'est pas grave. Demain sera un jour meilleur. Aujourd'hui, tu essayes de te soulager comme tu peux et tu adaptes tes activités et ce que tu as à faire en fonction de ton état. Donc c'est toute une conciliation, ça a été tout un travail, que ce soit physique, psychologique, mental. C'est vraiment un travail complet. J'ai été travailler sur mon âme aussi, sur mes blessures. J'ai fait un travail incroyable à ce niveau-là. Et c'est ce qui m'a permis de retrouver un optimisme et une volonté incroyable de n'aller que vers la lumière maintenant et de ne plus retomber dans l'abysse dans lequel j'étais. Et en parlant de demain, comment est-ce que tu vois le futur ? Comment je vois le futur ? Alors là, peut-être que vous allez avoir un scoop. Clairement, mon futur, en fait, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets, même si je sais qu'aujourd'hui, je suis encore limitée dans ces projets, je sais que j'y arriverai. Je les atteindrai, quoi qu'il arrive. Même si ça met 5 ans, 10 ans, j'y arriverai. Pour moi, là, mon premier objectif, c'est de continuer à m'améliorer. Je veux
ne plus avoir de béquilles à portée de main et je veux ne plus avoir à faire un seul aller-retour à l'hôpital. Je veux être libérée de tout ça. J'aimerais obtenir la guérison. Je sais que ça va être un travail qui est très long. Ça peut ne pas être possible, mais pour moi, dans ma tête, c'est possible. Je veux guérir, je veux y arriver. Et donc, dans cette optique-là, il y a des choses qui m'ont aidée à aller mieux. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu l'énergétique, il y a eu le naturel, les huiles essentielles, les plantes, la spiritualité, mais il y a eu aussi l'hypnose. Et en fait, moi, mon but, à moi, c'est de me former à toutes ces choses. Donc j'ai déjà la formation pour être thérapeute énergétique, mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et utiliser toutes ces thérapeutiques alternatives pour pouvoir aider les gens à se sortir d'une pathologie, d'un trouble psychologique ou d'une blessure physique et morale. Et je veux accorder le reste de ma vie à ça, aider les gens qui ont été dans la souffrance dans laquelle je suis passée. C'est mon but ultime. Donc je sais que c'est peut-être trop demandé voilà, je me vois dans quelques années, moi je m'imagine dans quelques années avec soit un cabinet avec plein de personnes qui travaillent dans tout ce qui est thérapeutique et naturel et pouvoir être une hypnothérapeute reconnue et une énergéticienne reconnue et pouvoir aider toutes les personnes ou alors partir voilà faire un tour de France avec une caravane et aller faire des soins partout chez toutes les victimes qui en ont besoin. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Aider et me tourner vers l'humain, puisque c'est l'humain qui m'a aidée à m'en sortir aussi. J'ai tellement de merveilleuses personnes qui m'ont aidée à me relever que je ne peux que offrir en retour cette aide que j'ai reçue. Donc ça, c'est mon optique principale. Évidemment que j'ai des projets avec ma famille, puisque voilà, je veux offrir à mes enfants, rattraper ces 4 années où j'ai pas pu m'occuper d'eux, où j'ai été totalement absente et pour lesquelles j'ai eu des incidences sur leur vie. Parce que quand on voit sa maman chuter dans les escaliers, quand on voit sa maman au sol en train de pleurer, ou quand on voit sa maman en fauteuil roulant, ne pas pouvoir se lever pour aller dire bonne nuit, ou quand on voit sa maman en train de vomir pendant des heures, voilà, ça les a traumatisés à mes enfants. Et j'ai envie de pouvoir leur faire oublier tout ça et leur redonner une maman souriante et pleine de vie. Donc ça, c'est mon objectif premier, c'est de m'accorder beaucoup de temps pour mes enfants et rattraper ce moment et leur faire oublier cette période qui a été très compliquée. Et puis évidemment, mon optique de vie, c'est de pouvoir, enfin, mon choix là, c'est de pouvoir raconter tout ça aussi. C'est important parce que je sais pas si, en fait, j'avais pas conscience de la force que j'avais. C'est en entendant les gens me dire, mais tu te rends pas compte avec tout ce que tu as vécu, Marie-Charlotte, t'es encore là. Parce qu'il y a des gens qui connaissent mon histoire depuis mon enfance jusqu'au Covid, jusqu'au vaccin Covid. Et je pense que c'est important aussi de raconter que, à travers un livre autobiographique, que malgré le fait qu'on ait vécu pratiquement que des choses négatives dans sa vie, que des épreuves lourdes et interminables, et qu'on finit sur quelque chose de dramatique, eh bien, c'est pas la fin. Même si on est au fond de l'impasse, on a touché les abysses et qu'on a touché le fond, quoi qu'il arrive, on peut remonter et on peut être un phénix et s'en sortir et se tourner vers la lumière. Et ça, pour moi, c'est un message important à transmettre à toutes les personnes qui vivent des situations, que ce soit des situations de souffrance à cause d'un vaccin ou à cause d'une maladie, à cause d'un traumatisme, d'une perte ou quoi que ce soit. Je pense que je suis une personne qui a vécu tellement de situations que on peut s'identifier facilement à mon vécu. Et je veux donner cet espoir aux gens qui ont perdu l'espoir de s'en sortir. Voilà, c'est mes objectifs de vie, mes objectifs futurs. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais bien qu'on te pose et qu'on aurait oublié de te poser? Oui. Quel a été mon plus beau cadeau dans toute cette négativité du Covid, enfin du vaccin Covid? Parce que moi, c'est clair et net que ce qui a été le plus beau pour moi,
c'est de pouvoir redonner l'espoir aux gens. Moi, j'ai des victimes qui m'ont contactée en me disant qu'elles voulaient mettre fin à leur jour, elles avaient plus du tout envie de se battre, et que quand elles ont vu mon témoignage et qu'elles ont commencé à me suivre sur les réseaux, elles ont retrouvé la force de se battre. Parce qu'elles ont vu que malgré toutes les souffrances que j'endurais, ça m'empêchait pas d'être dans la communication, d'être dans la résilience et d'être dans la positivité. Et ça a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir dans tout ce mal-être, c'est que j'ai sauvé la vie de certaines personnes. Et j'ai des personnes qui m'ont dit « tu m'as sauvé la vie ». Comme Mathieu m'a sauvé la vie avec son témoignage, ben moi j'ai sauvé la vie d'autres personnes aussi. Et j'ai conscientisé, j'ai éveillé et j'ai apporté des informations et de la communication à des personnes qui étaient coupées de tout ça. Donc pour moi, c'est le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, c'est ça. De toute cette négativité, c'est ça. Et évidemment, les rencontres merveilleuses que j'ai faites. Aujourd'hui, je peux dire que je sais quelles âmes ont été mises sur mon chemin pour me faire évoluer et pour que j'en sois là aujourd'hui. Et je les remercie. C'est une gratitude infinie. Eh bien, Marie-Charlotte, merci. Merci à toi. Merci de ton témoignage et merci de nous avoir reçus pour partager ce témoignage. Merci. On espère qu'il y a des gens qui l'écouteront et qui, justement... Moi, il y a une chose pour moi qui est importante, c'est de voir des personnes comme vous qui avaient fait le choix, parce que faut quand même avoir, excusez-moi, les couronnesses de faire ça, d'aller voir des victimes qui sont même pas reconnues encore par l'État comme étant des victimes et leur donner la parole. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et j'en ai des frissons parce qu'en fait, les personnes qui, comme vous, qui offraient cette chance de laisser la parole à la vérité et de pouvoir en fait témoigner de tout ça. Nous ne sommes pas que des personnes qui souffrent en silence. Nous sommes aussi des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Et en fait, faut savoir qu'il n'y a pas qu'une personne qui est touchée quand une personne est dans un état grave. C'est tout le monde qui est touché. C'est le conjoint, c'est les enfants, c'est les parents. Et en fait, aujourd'hui, ça a eu une incidence considérable sur la vie des gens. Et que vous puissiez leur offrir cette chance de pouvoir marquer l'histoire en racontant ce qui leur est arrivé et les souffrances que ça leur a apporté, et aussi peut-être les choses positives, eh bien, je trouve ça vraiment magique. Et je pense qu'il faut... Aujourd'hui, moi, le mot de la fin, c'est « il y a toujours de la lumière dans l'obscurité ». Mais il faut surtout se souvenir qu'il y a de la lumière. Ne restez pas dans le noir, ne restez pas enfermés, témoignez, parlez. Si vous avez besoin de vous sentir rassuré, il y a des associations qui existent comme l'association à victimes. Il y a des choses qui sont faites pour aujourd'hui aider les victimes. Et moi, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir aider des victimes. C'est de pouvoir conseiller des gens qui souffrent comme moi, je souffre ou comme j'ai souffert. Et pour moi, c'est ça qui est magique, c'est de garder à l'esprit que dans le noir, il y a toujours de la lumière.